Un des signes frappants, en tout cas que l'on peut voir à œil nu, juste en se baladant dans la toundra, c'est déjà des arbres qui vont se pencher. Ce qu'on appelle un petit peu des forêts ivres en fait. Ce sont des forêts où on voit beaucoup d'arbres qui sont naturellement penchés d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est dû justement au fait qu'avec la fonte du pergélisol, le sol devient plus instable pour l'arbre. Et puis, sous l'action de son poids, il va avoir tendance à pencher d'un côté ou de l'autre. Et ces arblages sont justement intéressants aussi pour nous à carotter, puisqu'on va pouvoir dater à partir de quelle année ou à partir de quel moment l'arbre a commencé à pencher, c'est-à-dire où il y a eu une fonte un peu plus importante du pergélisol. Le pergélisol, on a essayé de le trouver. On creuse à peu près, là, avec les moyens qu'on a, jusqu'à à peu près 1 mètre, 1 mètre 30. Mais à cette profondeur-là, on a observé du sol plus froid, mais quand même pas encore gelé, en tout cas cette saison-là. S'il y a du pergélisol, il doit être à une plus grande profondeur. Yamal en est net, ça veut dire la fin de la Terre. On est au bout du monde ici, littéralement. On a choisi d'être dans cette région, le Yamal, où le potentiel de travaux est formidable, parce que le Yamal est stratégique à l'égard de plusieurs points importants. Le changement climatique, pour commencer, et l'énergie, puisque c'est la région qui produit le plus de gaz de Russie. Dans cette zone arctique, le sol est supposé rester gelé toute l'année. On appelle ça le permafrost ou pergélisol en français. Mais le climat sibérien change rapidement. Plus que partout dans le monde, il se réchauffe. Les températures moyennes ont augmenté de 3 degrés en 30 ans et selon les chercheurs, elles augmenteront encore de 3,4 à 9,1 degrés d'ici 2080. Historiquement, on observe qu'on a une fonte accélérée du pergélisol durant les dernières décennies dans la région. C'est un point crucial pour ces prochaines années, c'est-à-dire qu'il y aura... C'est une bombe à retardement. L'étude du pergélisol a été récemment, il y a moins d'1 an, désignée comme une des cibles prioritaires dans les études environnementales à mener par les Nations Unies et notamment par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. J'ai campé pendant 4 jours au cœur de la toundra sibérienne pour suivre une expédition scientifique conduite par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, les universités de Lausanne et Genève et l'Université de Sibérie. Sur ce projet, il y avait des étudiants en archéologie et en histoire qui documentaient l'histoire du goulag dans la région. Ça, je vous en ai déjà parlé dans un premier reportage. Il y avait aussi des étudiants en ingénierie civile et environnement qui, eux, s'intéressaient plutôt à la nature des sols, à la flore et aux infrastructures de transport. Au premier jour du tournage, j'ai arpenté l'unique route de la région avec un étudiant en génie civil et un professeur de l'EPFL, expert en construction et infrastructures de transport. On est sur la route entre Nadim, la capitale économique du Yamal, qui est la base arrière de Gazprom, et qui se rend à Saléhard, donc environ 350 km entre les deux localités. Actuellement, on ne peut y aller qu'en avion ou en hélicoptère, en hiver avec des véhicules spéciaux. Et sur cette route qui a été faite il y a 4 ans, comme on vient de sentir, on est avec d'énormes déformations. On passe sur des marais, c'est gorgé d'eau de part et d'autre, sur des sables qui sont très sensibles au gel. Comme on le voit, après 4 ans, la route est déjà fortement dégradée. C'est ce qu'on appelle les montagnes russes. Le réchauffement climatique fait que maintenant, au lieu d'avoir des sols gelés en permanence à très faible profondeur, en fait, on a des dégels qui sont assez conséquents, même parfois en hiver, et ça amène vraiment de très faibles résistances de cette route. Le permafrost ou pergélisol en français, c'est vraiment du sol qui est gelé. Si on devait creuser, on trouverait des lentilles de glace, vraiment de la glace. Donc c'est toute l'eau du sol
qui est sous forme de glace, ce qui donne un sol très dur. Ce qui est compliqué, c'est justement avec le changement climatique, la fonte de ce type de sol. On se retrouve avec des sols avec beaucoup d'eau, gorgés d'eau, et souvent avec des sols qui ont des matériaux assez fins, des sables qui sont d'assez mauvaise qualité pour construire des ouvrages. Et du coup, les ouvrages sur ce type de sol subissent de gros dommages, que ce soit des infrastructures routières, des gazoducs ou des infrastructures ferroviaires. La conquête de la Sibérie, c'est une histoire qui se déroule dans une nature sauvage. Dans le passé, le but de l'État soviétique, c'était d'exploiter les ressources minières et de construire une voie ferrée pour les exploiter, avec des travaux forcés. Depuis la fin des années 60, c'est la ruée vers le gaz et il faut construire des infrastructures pour l'exploiter. Des villes, des routes et des gazoducs. Mais aujourd'hui, la donne climatique a changé. La fonte du pergélisol est à la fois un obstacle et une opportunité pour la région. Voilà, c'est la fameuse voie 501 qui a été construite à l'époque du Goulag. Et ici, on est à peu près donc, au milieu du chantier. Donc environ 400 km de voies ont été réalisées jusqu'en 1953. Elle est aussi appelée la voie morte, non pas parce que beaucoup de gens sont morts, mais parce qu'en plus, ironie de l'histoire, elle a été complètement inutilisée. Elle a été abandonnée directement. Et à la mort de Staline, en moins de 2 semaines, il a été décidé d'arrêter ce chantier qui n'avait aucune chance de succès parce qu'on était dans des régions complètement inhospitalières. Il y a tout d'abord un aspect historique de savoir comment on a réalisé cette voie ferrée. On voit ici qu'elle est fortement dégradée. On n'a pas entretenu cette voie, bien sûr, depuis 60 ans. C'est normal qu'elle se dégrade. Avec les étudiants que j'ai, on analyse aussi les sols. On va aussi analyser la construction, mais voir l'effet que la construction a eu sur les sols, les types de sols que l'on trouve, parce qu'on a des sols très fins ici, c'est-à-dire des sables qui sont très sensibles au gel. Tant que le permafrost, le pergélisol en français, existe, ce sont des sols très résistants, mais dès qu'on a les phénomènes que l'on observe donc de réchauffement climatique, c'est-à-dire une disparition importante du permafrost, et bien très rapidement, ça devient des terrains très mauvais pour la construction de routes ou de voies de ferrée. Le pergélisol, on a essayé de le trouver. On creuse à peu près, là, avec les moyens qu'on a, jusqu'à peu près 1 mètre, 1,30 m. Mais à cette profondeur-là, on a observé du sol plus froid, mais quand même pas encore gelé. En tout cas, cette saison-là, s'il y a du pergélisol, il doit être à une plus grande profondeur. On va aller carotter un tronc de mélèze. C'est du Larix siberica, donc c'est une espèce qui est assez commune à cette région, qui est une région de toundra, surtout sous les latitudes de l'Arctique. Avec cette carotte, on va étudier les cernes de croissance de l'arbre afin d'essayer de déterminer plusieurs paramètres météo et climatiques de la région. Et en fait, toute cette évolution climatique, cette accélération aussi de fonte du pergélisol va avoir une influence sur la croissance des arbres
qu'on va pouvoir analyser en étudiant justement les différentes cernes de croissance. Bah non, parce que l'intérieur c'est bloqué dans la souche. J'ai dû refaire une deuxième fois. Un des signes frappants, en tout cas que l'on peut voir à œil nu, juste en se baladant dans la toundra, c'est déjà des arbres qui vont se pencher. Ce qu'on appelle un petit peu des forêts ivres en fait. Ce sont des forêts où on voit beaucoup d'arbres qui sont naturellement penchés d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est dû justement au fait qu'avec la fonte du pergélisol, le sol devient plus instable pour l'arbre. Et puis, sous l'action de son poids, il va avoir tendance à pencher d'un côté ou de l'autre. Et ces arbres-là sont justement intéressants aussi pour nous à carotter, puisqu'on va pouvoir dater à partir de quelle année ou à partir de quel moment l'arbre a commencé à pencher, c'est-à-dire où il y a eu une fonte un peu plus importante du pergélisol. On utilise des choses toutes simples qu'on n'a pas besoin d'un laboratoire très sophistiqué. On arrive à en créer en pleine toundra. De la colle à bois, des petits réceptacles qu'on appelle les baguettes en bois perforées au centre qui vont venir accueillir la carotte. Et ensuite, juste du scotch et puis le tour est joué. Donc une fois que nous avons fini de coller les échantillons, on passe à la prochaine étape du post-traitement, c'est-à-dire qu'on va essayer de les couper en leur milieu pour pouvoir mieux discerner les cernes et pouvoir déjà commencer à apercevoir les premiers résultats d'analyse. Après, on corrèle ça. Après, le but, c'est de comparer ça avec des données météo-climatiques. Tu vois, regarde, depuis le début, tu as le début de la vie, puis alors là, on voit que les cernes sont quand même de plus en plus larges. Donc l'arbre, il a des conditions de croissance qui sont quand même largement meilleures. Et c'est intéressant de voir ça justement sur un arbre qui a 100 ans, sur les 15 dernières années, on voit les cernes beaucoup plus larges. L'arbre a eu plus d'eau, une chaleur, une meilleure température, plus clémente, qui lui a permis de grossir. Clairement, ce sont des bons témoins du climat sur du long terme parce que c'est sûr qu'il y a plus de 100 ans, on n'avait pas de station météo, on n'avait pas de données de mesure aussi précises et surtout pas dans ces latitudes-là. Par conséquent, avec ce genre d'informations-là, on peut déterminer de manière assez détaillée quel était le climat il y a des années qui aujourd'hui aucun moyen de mesure nous permettent de connaître, excepté nos arbres. C'est une région qui attire beaucoup de convoitises de la part de plusieurs États. Et puis le réchauffement climatique apparaît comme des opportunités pour la plupart de ces États. Donc c'est très intéressant à la fois de comprendre le passé de ces sites, le devenir aussi de ces sites, et puis tout ça en croisant avec des disciplines comme la dendrochronologie qui, de premier abord, n'apparaissent pas comme une discipline historique ou autre, mais qui peuvent très bien en apporter des complémentarités.